Jenna ouvrit le bureau et se dirigea vers la fenêtre. En relevant les stores, elle admira la vue à l'extérieur. C'était une matinée froide et ensoleillée. Il avait beaucoup neigé cette année, il neigeait presque tous les jours, et les chasse-neige peinaient à dégager les routes. Le parking devant l'immeuble de bureau était recouvert d'une couche de neige blanche qui scintillait au soleil. La porte du bureau s'ouvrit et des pas rapides s'approchèrent de Jenna par derrière. « Bonjour, chérie. » Monsieur Nicolas la serra par la taille et l'embrassa dans le cou. « Bonjour. » Jenna se retourna et l'entoura de ses bras. J'admirais simplement la vue depuis la fenêtre. C'était si beau dehors, comme dans un conte de fées. Tu ne trouves pas? Je suis de très bonne humeur aujourd'hui pour une raison que j'ignore. C'est comme si une fête se déroulait dans mon cœur. Bon, je te rendrai encore plus heureuse plus tard. Mais pour l'instant, mettons-nous au travail, dit-il en l'embrassant sur les lèvres. La journée de travail a commencé. Monsieur Nicolas était le PDG d'une entreprise de transport et Jenna était son assistante. Son travail s'appelait autrefois secrétaire. Elle travaillait pour l'entreprise depuis 3 ans et entretenait une relation étroite avec Monsieur Nicolas depuis 2 ans. Il y a 1 an, il lui avait acheté un petit appartement d'une chambre. Lorsqu'il avait fait cet achat, il avait surtout pensé à lui-même. Il serait plus prudent de sortir avec Jenna sans éveiller les soupçons. Lorsqu'ils allaient à l'hôtel, il risquait toujours de croiser l'une des nombreuses amies de sa femme. Ou pire, sa femme elle-même. Elle ne travaillait pas, il n'avait pas d'enfants et elle passait ses journées à se promener dans sa Audi, à faire les magasins et à visiter divers salons. Il n'était donc pas si impossible de surprendre son mari en flagrant délit. Nicolas aimait sa femme, mais il ne pouvait pas résister à la tentation de s'amuser un peu, d'autant plus que Jenna était très attirante, mince et blonde, âgée de 26 ans. Elle était également très intelligente. Être avec elle était non seulement agréable physiquement, mais aussi mentalement, ce qui était une combinaison rare. Jenna avait un diplôme en gestion d'entreprise d'une université d'arts libéraux, mais n'avait pas trouvé d'emploi dans son domaine. Elle a trouvé un poste d'assistante du PDG sur un site d'emploi. Même si elle n'avait pas prévu de travailler comme assistante toute sa vie, elle a continué à chercher un emploi dans son domaine en parcourant occasionnellement les sites d'emploi. Dès les premiers jours, Monsieur Nicolas a commencé à aimer Jenna et a fini par lui offrir de petits cadeaux comme des fleurs, du parfum et de belles boîtes de chocolat. Il a commencé à la raccompagner chez elle après le travail car elle louait une chambre à une dame plus âgée. Et les choses ont dégénéré à partir de là. Jenna ne se serait probablement pas rapprochée de Nicolas s'il n'était pas souvent venu au travail avec un air triste. Au début, il n'en parlait pas et se contentait de faire un geste de la main, mais il finit par admettre qu'il avait des problèmes avec sa femme. Elle était alcoolique et refusait de se faire soigner. Nicolas était fatigué et n'avait pas la force de continuer, il devait divorcer. C'est vraiment dommage pour ma femme. C'est une vraie épave. Jenna sympathisait. Tu ne te plains pas de toi-même? La vie passe. Nicolas répondit. Tu as raison, Jenna, je dois prendre une décision. Mais si j'avais quelqu'un de proche qui me soutienne, je déciderais d'en finir plus vite. Une telle personne est apparue, Jenna. Mais la rupture n'a jamais eu lieu, il n'y a eu que des promesses. Et Jenna était déjà impliquée dans cette relation. Elle s'était habituée à lui et attendait que Nicolas prenne une décision. À plusieurs reprises, elle a essayé de lui dire que s'il ne pouvait pas quitter sa femme, il devrait mettre un terme à leur relation. Puis, Monsieur Nicolas se détournait dramatiquement et commençait à se frotter les yeux, montrant à tout le monde combien il lui serait difficile de rompre avec elle. Jenna se sentait désolée pour lui, et elle attendait et espérait encore et encore que Nicolas décide enfin de rompre avec sa femme. C'était une excellente psychologue et sa femme n'était pas du tout alcoolique, c'était une femme belle et soignée. Si elle soupçonnait l'infidélité de son mari, elle essayait de ne pas y penser. Les soucis détruisaient la beauté et la jeunesse, croyait Margaret, et, fermant les yeux sur les retards de son mari, elle était sûre que Nicolas ne disparaîtrait jamais d'une beauté comme elle. Et elle ne voulait rien changer à sa vie confortable et aisée. La journée de travail se termina. Le dernier visiteur quitta le bureau de Monsieur Nicolas et il appela Jenna. Quand elle entra, il se leva pour la saluer, la serra par la taille et la serra contre lui. « Jenna, mon amour, j'ai acheté un forfait de ski pour le week-end. Nous partons vendredi et revenons lundi. Mais je ne skie pas. Ce n'est pas grave. Nous allons dans une station de ski qui est parfaite pour les débutants. Et puis, il y a des moniteurs qui donnent des cours aux nouveaux venus.
Est-ce que tu as une veste et un pantalon imperméables? Oui, bien sûr, mais je n'ai pas de ski. On n'en a pas besoin, de toute façon ils ne nous laisseront pas monter dans l'avion avec. Il y a des magasins de location, une terrasse d'observation et une piste de luge. Qu'est-ce que c'est? Une piste de luge est une luge de montagne contrôlée. Avez-vous déjà descendu une montagne en luge? Nicolas, je ne suis jamais allé dans une station de ski. Alors vous allez adorer. Vendredi, ils ont pris l'avion. À la sortie de l'aéroport, un taxi que Nicolas avait commandé les attendait déjà, et en moins d'une heure, ils étaient à la station de ski. La chambre d'hôtel était une chambre double, avec un arrêt de bus et 4 téléphériques à proximité. Après avoir laissé son sac à dos dans la chambre, Jenna sortit de l'hôtel et respira profondément. L'air était glacial et incroyablement délicieux. Elle a adoré cet endroit. Vendredi, ils se sont détendus, ont fait le tour des boutiques, ont pris le téléphérique et ont profité de la beauté de la nature. Le lendemain, ils se sont dirigés vers les pentes de la montagne. Il y avait beaucoup de neige et beaucoup de monde. Des skieurs et des snowboarders avec casques, genouillères et coudières, avec ou sans enfants, et des groupes ou des couples, joyeux et bruyants, portant leur équipement, passaient constamment devant Jenna. Les amateurs de sport extrême dévalaient les pentes de la montagne à ski à grande vitesse, les uns après les autres. Les remontées mécaniques avançaient lentement. Jenna était fascinée par la magnificence. Bon, allons chercher notre équipement. Nicolas toucha le bras de Jenna, qui était enchantée par tout ce qu'elle voyait. Et nous devons trouver un instructeur pour nous-mêmes. Ils ont loué du matériel, mis des casques, des gants et des lunettes, ont farté leurs skis, puis sont allés à l'école des instructeurs. Leur instructeur était un gars costaud, un skieur professionnel qui commença à expliquer à Jenna comment marcher avec des skis, comment les fixer en cas de chute, sur quelle pente démarrer, comment avancer et comment freiner, et comment faire des virages. Il l'emmena sur la piste d'entraînement et lui promit qu'elle apprendrait à skier en 2 heures. Pendant que Jenna apprenait les bases du ski avec l'instructeur, Nicolas, qui avait déjà visité des stations de ski à de nombreuses reprises, monta sur la piste bleue. Les 2 heures d'entraînement se sont écoulées rapidement et Jenna s'en sortait très bien sur les pistes. Elle dévalait la piste verte avec beaucoup d'adresse, et bien que le moniteur l'ait félicité, il ne lui a pas conseillé de se précipiter pour conquérir les pentes difficiles. Après s'être assuré que son élève était déjà assez doué sur les skis, il a dit au revoir à Jenna et lui a souhaité de bonnes vacances. Et puis elle vit Nicolas, qui se tenait debout, appuyé sur ses bâtons de ski et qui souriait en regardant Jenna. « Bon travail. Je n'aurais pas cru que c'était ta première fois sur des skis. Peut-être que tu prendras un risque et que tu descendras la piste bleue ?» dit Nicolas. L'instructeur lui dit de ne pas se précipiter, répondit Jenna, ravie de son compliment. Ouais, qui sait de quoi il parle, il fait juste attention. Allons-y, tu verras que ce n'est pas aussi dangereux qu'il le pense, l'exhorta-t-il. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au sommet du sentier bleu. Alors, on y va? Demanda Nicolas gaiement, mais Jenna eut peur. Non, j'ai peur. Tu peux descendre, mais je ne prendrai pas de risque, dit-elle. Nicolas s'élança avec ses bâtons et dévala la montagne. Il manéuvra habilement sur les pentes, prenant de la vitesse puis freinant habilement. Le soir, ils s'installèrent dans un café confortable et burent du vin rouge. Jenna était encore ravie de la sensation de voler et de la vue sur les montagnes. Elle apprécia la vitesse, même si elle n'était pas si élevée. Nicolas parla avec enthousiasme de sa passion pour le ski, mais Jenna sourit et attendit qu'il dise autre chose. Mais il ne le fit pas. « Nicolas, comment va ta femme » lâcha-t-elle. « Jenna, j'étais de très bonne humeur, et tu as tout gâché avec une seule question. Nous sommes venus ici pour nous détendre. J'en ai marre de voir ma femme toujours ivre. Je voulais juste m'amuser. Ne parlons pas de ça maintenant, répondit-il. Jenna baissa la tête. Comme toujours, ce n'était ni le moment ni le lieu. Le lendemain, ils ont commencé par la luge. C'était inoubliable. La vitesse était élevée, jusqu'à 40 km à l'heure. Le vent sifflait dans leurs oreilles, les larmes coulaient sur leurs visages, le traîneau tremblait et dans les virages, ils basculaient. Mais il était impossible de tomber, ils étaient solidement attachés avec des ceintures. En descendant, Jenna hurlait de peur ou de plaisir. Mais la descente, bien qu'elle ait duré plus d'1 kilomètre, s'est terminée assez rapidement. Ils ont volé pendant environ 3 minutes.
Et puis ils étaient déjà soulevés par la corde. Jenna et Nicolas ont eu une poussée d'adrénaline. Ils ont continué leur journée à ski. Peut-être qu'aujourd'hui tu surmonteras ta peur et descendras la piste bleue? Nicolas plissa les yeux sournoisement. Après le Rodelbin, Jenna avait l'impression qu'elle pouvait tout gérer. Pourquoi pas? Je descends, répondit-elle. Ils se tenaient ensemble sur la pente et Nicolas ordonna « Vas-y », et il fut le premier à descendre la pente. Jenna s'élança et, un peu effrayée, s'arrêta fréquemment alors qu'elle descendait lentement. Nicolas était déjà loin en contrebas lorsqu'il vit un skieur descendre du sommet à une vitesse alarmante et ne ralentissant pas. Le skieur se dirigeait droit vers Jenna. Nicolas commença à agiter les bras et à crier, mais Jenna crut qu'il la saluait et lui fit signe en retour. Soudain, quelque chose la frappa avec une grande force et elle tomba, trébuchant plusieurs fois et perdant connaissance. Jenna s'est réveillée dans une douleur insupportable, avec des gens qui s'affairaient autour d'elle, des ambulanciers qui lui faisaient des piqûres, puis la mettaient sur une civière et dans une ambulance. Elle a vu Nicolas, l'air déconcerté, lui tenant la main. Et puis l'obscurité l'a de nouveau engloutie. La neige blanche et brillante l'aveuglait, s'infiltrant à travers ses lunettes de soleil. Nicolas se tenait à côté d'elle, souriant et lui tenant doucement la main. Elle se tourna vers lui, gémissant de douleur, et ouvrit les yeux. Sa mère était assise à côté d'elle et lui tenait la main. « Chérie, dois-je appeler le médecin? Est-ce que ça fait mal ?» Sa mère essuya ses larmes. Jenna lutta pour décoller ses lèvres sèches et murmura « Maman, que fais-tu ici? Je me suis envolée dès que ton patron m'a appelé. Il m'a dit que ton équipe était partie skier et qu'il t'était arrivé quelque chose. Ils ne m'ont pas laissé te voir pendant 2 jours, tu étais aux soins intensifs après une opération. Mais aujourd'hui, ils t'ont déplacé dans une chambre et j'ai finalement été autorisée à entrer. »« Où est Nicolas ?» chuchota encore Jenna. « Quel Nicolas? Ton patron? Eh bien, il a organisé ton vol médical, payé les médecins, est venu me chercher à l'aéroport et m'a remis les clés de ton appartement de location. Je ne l'ai pas revu depuis. Il a aussi payé cette chambre, ajouta-t-elle. Mais Jenna n'écoutait plus sa mère et se tourna vers le mur. La douleur émotionnelle s'est jointe à la douleur physique. Il a tout payé, ou plutôt payé. Que pensiez-vous qu'il serait un soignant à vos côtés? Bien que M. Nicolas ait été très mécontent de la situation, il avait le sentiment d'avoir fait tout ce qu'il pouvait en payant beaucoup d'argent pour le transport et les soins médicaux. Il a continué à vivre sa vie normale, essayant d'oublier la terrible tragédie. La mère de Jenna a pris congé du travail et est restée pour s'occuper d'elle. On lui a installé un lit dans la chambre, mais elle ne l'a presque pas utilisé. Monsieur Dylan, qui était son médecin, est entré dans la chambre. Jenna était allongée, les yeux fermés, et sa mère était assise tranquillement à côté d'elle. En voyant le médecin, Madame Sheila murmura et s'endormit. Elle gémit toute la nuit, mais s'endormit après l'injection. Laisse-la dormir. Mais quand elle se réveillera, appelle-moi. Il regarda de nouveau Jenna, et quelque chose dans son cœur trembla. Monsieur Dylan ferma la porte et s'appuya contre le mur. Ce genre de coïncidence n'arrive pas, c'est une sorte de mysticisme. Il y a 3 ans, il a épousé une fille merveilleuse. Marina venait de terminer ses études universitaires et travaillait au journal local. Lorsqu'on lui a demandé d'écrire un article sur les médecins, elle s'est rendue à l'hôpital de la ville et le médecin-chef lui a conseillé de parler à Dylan. Il est jeune, mais c'est un spécialiste compétent. Ils se sont donc rencontrés et quelques mois plus tard, ils se sont mariés. Marina est rapidement tombée enceinte et bien que les médecins lui aient déconseillé cette pratique en raison de sa faiblesse cardiaque, elle a insisté pour garder le bébé. Tout au long de sa grossesse, Dylan a soigneusement protégé sa femme de tout danger ou stress, mais lors de l'accouchement, son cœur n'a pas pu le supporter et elle n'a pas pu être sauvée. Leur petite fille est née en parfaite santé. Il l'a appelée Marina en hommage à sa femme. De nombreuses personnes lui ont conseillé de ne pas lui donner le nom de la défunte, présageant que ce serait de mauvais augure. Mais Dylan ne voulait écouter personne. La fille avait presque 2 ans et ressemblait à sa mère. Lorsque l'avion médicalisé a amené Jenna aux urgences et qu'il s'est approché du brancard sur lequel reposait la fillette inconsciente avec de multiples ecchymoses au visage, son cœur a raté un battement, Marina. Bien sûr, c'était une autre fille qui ressemblait énormément à sa défunte épouse. Au fil du temps, les bleus s'atténuèrent et la ressemblance devint encore plus frappante. Monsieur Dylan, Jenna se réveilla.
Le visage de madame Sheila apparut sur le seuil de la porte du cabinet du médecin. « Oui, bien, j'arrive. » Il mit la radio de côté et se leva, avec l'intention de partir. Mais avant de le faire, il regarda la photo de Marina sur son bureau. Et une fois de plus, la pensée lui vint à l'esprit, il s'agissait de la même personne. Dans la chambre d'hôpital, il s'assit au bord du lit. « Bonjour, Jenna. Comment te sens-tu aujourd'hui ? » « J'ai très mal au dos, » répondit doucement la fille. Dylan retira les couvertures et commença à tâter ses jambes. « Tu sens quelque chose ? » « Non. » Il a commencé à lui toucher les jambes. « Et maintenant ? » « Je sens des caresses. »« Bien, cela veut dire que vous n'avez pas complètement perdu votre sensibilité. »« Docteur, » intervint madame Sheila, « pourra-t-elle marcher ? » « Je ne peux rien prédire pour le moment. Jenna a une lésion de la moelle épinière. Elle a perdu la capacité de se déplacer pour le moment, même si une légère sensibilité demeure. Les programmes de traitement et de réadaptation actuels permettent à de nombreuses personnes de se remettre sur pied. Mais cela n'arrivera certainement pas de sitôt. Il faut parfois 6 mois ou 1 an pour qu'une personne retrouve une vie normale. Pour l'instant, il faut de la physiothérapie, des massages, des exercices de respiration et de renforcement musculaire. Et le plus important, c'est de lutter contre la dépression. Le psychologue va venir ? Oui, il va venir. Dylan essayait de gagner du temps. Il ne voulait pas quitter cette fille qui ressemblait tellement à sa Marina. Ses collègues lui demandaient déjà pourquoi il passait autant de temps avec elle. Il était attiré par cette fille avec une force inexplicable. Marina lui manquait tellement qu'être près de Jenna lui donnait l'impression que c'était Marina qui souffrait et qu'il devait être là pour la soutenir. En quittant la pièce, Dylan était constamment tourmenté par la question. Une telle ressemblance pouvait-elle exister entre des inconnus ? Il savait que sa femme était fille unique et qu'elle n'avait même pas de cousin. Ses pensées étaient si fermement ancrées dans sa tête que Dylan ne pouvait penser à rien d'autre qu'à l'inexplicable ressemblance des filles. Il était épuisé par ses pensées et décida d'aller rendre visite aux parents de Marina. Ils ne s'étaient pas beaucoup vus ces derniers temps, même s'ils habitaient dans la même ville. La mère de Marina était tombée gravement malade après la mort de sa fille et lorsqu'elle voyait sa petite fille, copie conforme de sa fille, elle avait une crise. Dylan essayait donc de ne pas trop leur rappeler sa petite fille et lui. Mais maintenant, il voulait plus de clarté. Madame Viola ouvrit la porte. Ils ne s'étaient pas vus depuis 1 mois et elle avait même l'air un peu plus fraîche. Elle dit gaiement, Dylan n'était pas très surpris. « Merci, Madame Viola. Marina va bien. Sa nounou travaille avec elle, elle connaît déjà quelques lettres et sait compter jusqu'à 3. Mais je ne suis pas venu juste pour te rendre visite, même si je voulais te voir. J'ai une question pour toi, Marina n'avait-elle pas de sœur ?» Madame Viola se tourna vers la fenêtre et resta silencieuse pendant que Dylan attendait. Finalement, elle parla doucement, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. « Nous avons pris Marina dans une famille d'accueil. Elle était très malade, elle avait des problèmes cardiaques. Elle avait subi une opération et d'autres étaient nécessaires, mais le risque qu'elle ne survive pas était grand, nous avions donc peur de continuer. Le médecin a dit qu'elle pouvait vivre toute sa vie avec cette maladie, ou que celle-ci pouvait s'arrêter brusquement à tout moment. Nous avions bon espoir. Oui, elle a une sœur quelque part si elles étaient des jumelles fraternelles. Mais Marina est née malade et ils l'ont refusée à l'hôpital. Si elle était en vie, je n'aurais jamais révélé ce secret. Mais pourquoi cela vous intéresse-t-il ? Vous voyez, nous avons une fille en neurochirurgie avec une blessure à la colonne vertébrale qui est une copie conforme de Marina. Leur ressemblance me dérange, alors j'ai décidé de vous en parler. Il est fort possible qu'elle soit la sœur de Marina, dit pensivement Madame Viola. Mais changeons de sujet. C'est douloureux pour moi de parler de ça. Elle se leva, mit la table, apporta des tasses de thé et des bonbons, et la conversation dévia sur un autre sujet. Elle commença à poser des questions sur la petite Marina, et Dylan comprit que le cœur de Viola se remettait de la douleur de la perte. « Madame Viola, venez nous rendre visite. Marina sera ravie de vous voir. »« Absolument, » a promis Viola. Maintenant, beaucoup de choses devenaient claires. Il était juste difficile de croire que Madame Sheila, une femme si agréable et attentionnée qui prenait soin de sa fille immobile avec tant d'abnégation, ait pu un jour refuser un petit enfant malade. Cela n'avait aucun sens dans l'esprit de Dylan, et il semblait qu'il s'agissait de 2 femmes complètement différentes. Le matin,
Il rendit visite à Jenna. Elle était allongée, les yeux fermés. Sheila était assise sur le canapé avec un livre. Est-ce qu'elle dort? Il fit un signe de tête en direction de Jenna. Bonjour, docteur. Elle s'est endormie récemment, répondit Sheila. Pouvez-vous venir à mon bureau? Bien sûr, Sheila a mis le livre de côté et s'est levée. Il n'y avait personne dans le bureau à part Dylan. Asseyez-vous, fit-il en désignant une chaise et en tournant la photo sur son bureau pour que Sheila puisse la voir. Dites-moi, Madame Sheila, connaissez-vous cette fille? Bien sûr, c'est ma fille. Mais où as-tu trouvé sa photo? Ce n'est pas ta fille. Enfin, elle aurait pu être ta fille. En tout cas, ce n'est pas Jenna. Sheila frissonna. Peut-être. Veux-tu me révéler ton secret? Dis-moi, qui est cette fille pour toi? Ses lèvres tremblaient. Cette fille était ma femme. Elle est morte en couche il y a presque 2 ans. Son nom était Marina. Maintenant, c'est à ton tour de dire la vérité. Oui, je vais te le dire. Cela fait des années que j'ai un poids sur le cœur, et ma conscience et mon désir de savoir ce qu'il adviendra de mon enfant me tourmentent. Et maintenant, je l'ai découvert, mais... Les mains de Sheila tremblaient d'émotion. Elle se couvrit le visage et éclata en sanglots. Dylan attendait patiemment. Les gens entraient et sortaient sans cesse du bureau, mais lorsqu'ils voyaient une femme en pleurs, ils fermaient immédiatement la porte. À travers ses larmes, elle commença son histoire. Mon mari et moi avions vraiment hâte d'avoir des enfants, et nous savions que nous allions avoir des jumeaux. Mais aucun médecin n'a décelé d'anomalie. À la naissance, on m'a tout de suite dit qu'une des filles avait de graves problèmes cardiaques. Et personne n'a donné la moindre garantie de survie. Et quand mon mari a appris la maladie de la petite, il a fermement déclaré que nous n'emmènerions pas notre fille malade avec nous. J'ai pleuré, mais mes larmes n'ont pas changé la décision de mon mari. C'était lui ou cette fille. Je n'avais nulle part où aller, je viens d'un orphelinat. Oui, j'ai eu peur à ce moment-là, je l'avoue. Nous avons laissé le bébé à l'orphelinat et je ne voulais pas savoir ce qu'il était advenu de lui. J'ai eu peur d'apprendre qu'elle n'était plus en vie. Mais croyez-moi, je n'ai pas connu une seule minute de paix. Et quand mon mari n'était pas à la maison, je pleurais. Je sais que cela ne me justifie en rien. Ce péché et cette douleur resteront avec moi pour toujours. Il n'y a pas de pardon pour moi. Oui, je ne me pardonnerai jamais. Et maintenant, j'ai appris ce que j'avais toujours craint. Marina n'est plus avec nous. Elle continuait à pleurer, enfouissant son visage dans ses mains. Dylan écoutait en détournant le regard. Bien sûr, il n'y a pas de pardon pour une mère qui rejette son enfant, surtout s'il est malade. Mais en voyant sa véritable tristesse, il se sentit un peu désolé pour Sheila. Après tout, l'univers l'avait cruellement puni pour sa trahison. Oui, Marina est partie, mais sa fille est toujours là, elle aussi prénommée Marina. Elle a presque 2 ans, dit doucement Dylan. Pourrais-tu me montrer ma petite fille? Demanda Lena en levant la tête et en sanglotant. Petite fille? Je vais y réfléchir. Va au service, le physiothérapeute viendra bientôt. Jenna a passé 1 mois dans le service, souffrant de douleur, mais ce n'était pas aussi insupportable qu'avant. Elle s'est habituée à l'idée qu'elle ne pourrait plus marcher et à garder le contrôle de ses nerfs, supportant courageusement son terrible état et ne se laissant pas aller à la faiblesse. Elle a même réfléchi à ce qu'elle pourrait faire pour s'occuper. Elle est tombée sur un tutoriel sur le feutrage à sec en ligne. L'artiste a réalisé une petite figurine d'ours en peluche en quelques minutes seulement, et Jenna a vraiment aimé ce type de créativité. Il était temps de vérifier. Maintenant, tout espoir reposait sur la réadaptation. Madame Sheila devait rentrer chez elle et retourner au travail. Ses vacances étaient terminées. Ce matin-là, Dylan se tenait dans la chambre d'hôpital, près de la fenêtre, et regardait l'ambulance s'arrêter et sortir Jenna sur un brancard avant de la charger dans le véhicule. Il s'est précipité dans la rue et lui a dit au revoir, promettant de lui rendre visite, peut-être même dans la soirée. Quand Jenna est revenue à son appartement, il était négligé et mal entretenu. Les fleurs sur le rebord de la fenêtre étaient fanées et la poussière couvrait les meubles. Le personnel médical a allongé Jenna sur son lit, lui a dit au revoir et a fermé la porte. Et puis Jenna, qui avait réussi à maîtriser ses émotions, a fini par craquer et s'est mise à pleurer bruyamment. L'appartement lui a rappelé tout ce qui s'était passé le mois dernier, sa rencontre avec Nicolas, son voyage à la montagne,
le ski et le fait qu'il ne lui avait pas rendu visite à l'hôpital une seule fois depuis l'accident. Il n'y avait pas eu de déclaration d'amour, pas de promesse de rompre avec sa femme alcoolique, pas de promesse de l'épouser, rien. Et maintenant, elle était handicapée, incapable de marcher, et peut-être clouée au lit pour le reste de sa vie. Qu'est-ce qui l'attendait? Est-ce que ça valait encore la peine de vivre? Peut-être valait-il mieux en finir tout de suite, sans se tourmenter elle-même ou les autres. Elle souhaitait juste que sa mère parte rapidement, et qu'elle prenne alors sa décision. Des sanglots secouaient son corps et Sheila lui caressait la tête pour essayer de la calmer. Mais ses tentatives furent vaines, Jenna n'entendit rien. Incapable de calmer sa fille, Sheila essuya ses larmes et se rendit dans la cuisine pour préparer le déjeuner. Peu à peu, le bruit des sanglots s'est calmé et Jenna s'est calmée. Lorsque Sheila est revenue dans la pièce, Jenna était allongée là, les yeux rouges et gonflés, mais elle ne pleurait plus. Le soir, on a frappé à la porte. Jenna était émue, espérant secrètement que c'était Nicolas. Mais c'était Dylan, et il n'était pas seul. Il était avec une petite fille blonde, et deux hommes transportaient un objet encombrant. Dylan entra dans la pièce en tenant sa fille dans ses bras et dit aux déménageurs « Les gars, déplaçons la fille sur le lit et mettons le matelas en place. » Il posa la fille sur le sol, aida les hommes, et une fois le matelas anti-escar posé, il remit Jenna au lit et les déménageurs partirent. Il conduisit Marina à Sheila et dit « Voici Marina. Tu voulais la voir, n'est-ce pas ?» Les lèvres de Sheila tremblèrent. La petite fille était une copie conforme de sa petite Jenna. Elle prit la fille dans ses bras et la serra fort contre elle, les larmes coulant sur ses joues. Jenna, ne comprenant rien, regarda la scène avec surprise. Sa mère la regarda et dit « Je t'expliquerai tout plus tard. Pour l'instant, je dirai simplement que tu avais une sœur. Elle est morte, et voici sa fille, Marina. S'il vous plaît, ne posez aucune question pour le moment. » Et elle se tourna vers la petite fille, qui n'avait pas du tout peur de cette étrange femme et la regardait calmement, ne comprenant pas pourquoi elle pleurait. Pendant que Sheila parlait à Marina, Dylan s'approcha de Jenna et lui dit « Es-tu à l'aise sur le matelas, Jenna? Ne renonce pas aux exercices dont tu as besoin. Fais-les quelques heures par jour. Cela dépend en grande partie de toi si tu peux te lever ou non. » Il lui a donné beaucoup d'autres conseils, mais il a refusé le thé que Sheila lui a proposé. Dylan éprouvait une certaine aversion pour elle dans son cœur, mais il ne pouvait rien y faire pour le moment. Madame Sheila devait partir. Elle avait déjà acheté ses billets, mais elle ne laissait pas sa fille sans aide. Elle a trouvé une bonne aide-soignante et lui a laissé son numéro de téléphone au cas où. Par la suite, elle a surtout appelé elle-même. Dylan, en revanche, était attiré par Jenna et il a commencé à lui rendre visite très souvent dans son petit appartement, parfois pour lui donner des conseils, parfois pour l'aider, mais surtout juste pour la voir. Il lui a apporté un corset, lui a montré comment l'enfiler et elle a commencé à s'asseoir lentement. Plus tard, les déménageurs ont apporté un fauteuil roulant et Jenna a pu se déplacer dans la pièce. Bien sûr, elle ne pouvait pas s'asseoir seule sur une chaise. Soit l'aide-soignante, soit Dylan l'aidait s'il était à son appartement. Il venait parfois après son travail de jour ou le week-end. Quelquefois, il amenait Marina, que Jenna faisait rire en faisant un drôle de lapin maladroit. « Je sais que tu es ma maman », dit la petite fille en serrant le lapin contre sa poitrine. Comment expliquer à l'enfant que sa maman et Jenna ne font qu'un? Elle se sentit gênée par l'attention accrue de Dylan, mais il s'en contenta de dire « Nous sommes de la même famille ». Mais en réalité, il ne ressentait aucun lien familial. Il aimait Marina et maintenant il aimait Jenna. Ils étaient très semblables, non seulement en apparence, mais aussi en termes de personnalité extravertie, intelligente et instruite. Il aimait parler de différents sujets avec sa femme et c'était pareil avec Jenna. Dylan ne pouvait même pas comprendre s'il aimait Jenna en tant que femme ou simplement Jenna elle-même. Et elle avait peur de s'avouer que Dylan lui était devenu très cher et elle attendait avec impatience ses visites, craignant qu'il ne se lasse de s'occuper d'une personne handicapée et cesse de venir. Personne ne venait lui rendre visite, sauf Dylan. À son retour de l'hôpital, une collègue nommée Tatiana lui rendit visite à plusieurs reprises pour lui donner les dernières nouvelles. Monsieur Nicolas avait embauché une nouvelle assistante et il semblait qu'ils avaient commencé une histoire d'amour. Mais cette nouvelle ne bouleversa pas Jenna. Elle comprit que Nicolas n'avait jamais eu l'intention de divorcer, et encore moins de l'épouser. Oui, et la forte douleur physique atténuait la douleur émotionnelle. Et dans son cœur, un sentiment pour un homme complètement différent prenait lentement racine.
Son ami est allé à l'université plusieurs fois de plus, mais les visites ont vite cessé et Jenna ne jugeait personne. Une fois que Dylan est venu avec de bonnes nouvelles, « Jenna, tu as accepté dans un centre de rééducation, c'est moi qui ai arrangé les choses. Tu auras toutes les possibilités de guérison là-bas. Ils font de l'acupuncture, de la thérapie manuelle et de la thérapie magnétique. Oui, ils ont beaucoup plus à offrir. Le centre a aidé de nombreuses personnes auparavant. Alors préparez-vous dans une semaine. » « Mais c'est cher, » dit Jenna, pas très gaiement. « Non, ils ont fait une exception pour moi en tant que médecin. La rééducation va durer quelques mois. Est-ce que ça te va ? » « Je suis d'accord, » dit Jenna, toujours pas très contente. Elle pensa qu'il en avait assez de s'occuper de moi, alors il m'envoie ailleurs. Elle ne savait pas que Dylan avait investi toutes ses économies dans ce centre, qu'il avait contracté un prêt juste pour envoyer Jenna en cure de désintoxication. 6 mois passèrent. Dans le vestibule du centre de désintoxication, un groupe de personnes l'attendait, les parents de Jenna, Dylan et Marina. Finalement, Jenna apparut sur le pas de la porte. Elle sortit avec l'aide de béquilles et d'une infirmière. Ses jambes étaient solidement fixées dans des orthèses et elle marchait lentement et prudemment, mais son visage rayonnait d'un sourire heureux. Elle marche. Dylan a été le premier à se précipiter vers elle. « Je savais que tu marcherais à nouveau. Je suis tellement heureux pour toi. » Et contre toute attente, il l'embrassa sur les lèvres. Jenna rougit. « Je suis si heureux que toi et Marina soyez venus. Ne me quitte pas, d'accord ? » « Jamais, » répondit Dylan.